est consacré à l'affaire qui fait l'actualité ces jours-ci, à savoir l'enlèvement de Amir Bokhors, dit Amir DZ, et les conséquences de cet enlèvement une année plus tard, une fois qu'il y a eu le coup de filet des services secrets de la police française, qui ont arrêté 4 individus, dont 3 ont été incarcérés en détention préventive. Et cette réaction tardive d'Alger, parce qu'Alger ne s'est réveillé que 3 jours après l'arrestation de ces éléments, une fois que fut prononcé le mandat de dépôt contre l'agent consulaire qu'ils ont mis du temps à défendre, eh bien, nous avons du nouveau concernant cette affaire. Comme tout le monde le sait, la réaction d'Alger est venue hier tard dans la soirée, mais on ne dit pas qui est cet agent consulaire. On ne parle de convention internationale, on ne parle d'immunité, sans plus. Eh bien, on va donner pas mal d'éclairage sur cette affaire et sur cet agent consulaire. Un tueur en herbe, un tueur en herbe, un débutant. On parlera également d'autres sujets, évidemment de la réponse de Paris à Alger, parce qu'Alger réclame la libération immédiate et inconditionnelle de l'agent consulaire. Et tout comme on va parler d'une nouvelle crise qui risque d'éclater entre Nouakchott et Alger pour cause de détention au secret d'une soixantaine d'orpailleurs mauritaniens. On va en parler de tout ça durant ce live. Et avant de commencer, évidemment, mes salutations à mes amis qui me suivent et qui sont assidus. Et donc, à commencer par Leila Khomri, Mustafa Maziz, Hamid Baz, Fatima Naimi, Leila Khomri, oui, j'ai cité, Omar Afilali, Mohamed Afiri, Rkas Abderzak, GGTT, Iken Mouloud, Nina Kabil, Mukhtar Obraham, Hadja Melika de Djaya, mes salutations à Bijaya, Zakaria Belarbi Boualem Gharbi, Mustafa Walid, Ramdani Dir, donc là je saute, vous m'excusez pour ce que je ne cite pas, Alilou, Hamza Kabil DZ, le bon, Kassor Sostara, Basilia Monsilia de Barcelone, Saïd Chabti, Ali Fatah, fan de Ladybug, Hamza Kabil, Anna Chatan, Mohamed Damran Hamdan, alors qui nous dit nous avons beaucoup de Boualem, Boualem Titiche, Boualem Sansar, Boualem je ne partirai pas, et même Hamoud Boualem sans sucre, des Boualem qu'il ne faut pas mettre dans la même bouteille. Et nous n'avons pas oublié d'autres Boualem. Il me semble qu'on en a oublié un. Hassan Bouanan qui nous demande si la visite de Bourita à Washington a semé la peur chez le gang d'Alger. Le gang d'Alger est en train de dormir. Mostafa Dahmani toujours en tête de liste et à tout ce beau monde, je souhaite une excellente début de soirée. Hein. Et puis, j'ai un ami qui m'a posé une question par mail, Hamid. Donc, il me demande, on dit que la bande de mafia qui gouverne ou qui gère le pays sont des militaires. À votre avis, quel est le nombre de ces personnes? N'existe-t-il pas de personnes honnêtes et capables au sein de l'institution militaire pour remplacer et remédier?
Il me semble que les honnêtes qui aiment l'Algérie sont beaucoup plus importants que le nombre de cette bande de mafia. Très bonne question. Ouais, très bonne question. À vrai dire, il y a une seule personne qui tient en laisse tout ce beau monde. Cette personne est un cas, c'est un psychopathe, voilà. C'est Saïd Chengriha, un malade, c'est bien un malade au sens plein du terme, et qui est à la tête de l'Algérie. Il s'est retrouvé par un simple hasard, un concours, un malheureux concours de circonstances pour nous. Ce bonhomme, pour sauver sa tête, parce que il s'avère que c'est un des plus grands barons de la drogue dans le monde, pas uniquement en Algérie, parce que la drogue qu'il recevait, c'est le hashish qu'il recevait du Maroc, durant les années où il était en poste à Bichal pendant 4 années, c'était un record. Aucun officier n'est resté 14 ans à la tête d'une région militaire en Algérie. Il n'y a que Saïd Chengriha. Et quelle région? C'est le sud. En quelque sorte, c'est une punition. Parce que oui, beaucoup de militaires considèrent qu'une affectation au sud est une punition. Lui, il est resté 14 ans et 18 ans au même grade, ce qui fait de lui l'officier le plus médiocre. Parce que rester 18 ans dans le même grade, ça veut dire qu'on est médiocre. Mais lui, il trouvait son compte dans la mesure où il était à la tête d'un réseau qui réceptionnait le hashish qui venait du Maroc et une partie est destinée à la consommation locale, la consommation algérienne, l'autre partie est envoyée en Europe, en Libye et en Tunisie. En tout et pour tout, selon les membres du réseau de l'Escobar du Sahara, qui est actuellement détenu au Maroc et dont le procès se poursuit encore, en tout et pour tout, 200 tonnes de hashish sont rentrées en Algérie. Et c'était ce réseau de Chengriha. Et de ce réseau de l'Escobar du Sahara, on n'a pas arrêté un seul du réseau qui sévit à Alger, en Algérie. On n'a pas arrêté un seul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de coopération judiciaire, pas de coopération sécuritaire, tout est coupé entre l'Algérie et le Maroc, et par conséquent, le réseau d'Algérie est sain et sauf. Il a à sa tête un général qui est à la tête de l'armée, qui est à la tête du pays. Voilà. Maintenant, pour les autres, ils sont complices par leur silence, parce qu'ils sont terrorisés. C'est-à-dire que Chengriha, il a autour de lui un chef de bureau, de secrétariat, qui est le général Djinéouhat, général-major, et puis il a d'autres généraux qui l'éparpillent, des assassins, tels que Nasser al-Djen, qui le couvre, tels que Djelbi à la tête de la sécurité de l'armée, et d'autres larbins qui font les délateurs. Ce sont des délateurs, des généraux délateurs, c'est-à-dire qui ce sont les oreilles de Chengriha. Ce sont les oreilles de Chengriha. Et donc tout ce beau monde, ce ne sont pas des décideurs, ce sont des larbins de Chengriha. Ça veut dire quoi quand on dit des généraux larbins? C'est qu'il y a de plus lâche. On ne peut même pas dire que ce sont des militaires, parce qu'un militaire, avant tout, il doit être courageux. Avant tout, il doit avoir l'esprit d'initiative. Il ne doit pas se laisser faire. Mais tous ces gens-là, ils se laissent faire tous, sont tous peureux et donc sont des gens qui sont complices par leur silence. Et évidemment, ils font partie des prédateurs. C'est comme ça qu'ils bénéficient des largesses de Chengriha. Voilà pour ce qui est de
cette faune de prédateurs qui gouverne l'Algérie et qui fait de Tebboune un pantin qu'ils exhibent comme ça aux yeux du public, un gouvernement de pantins, une assemblée nationale de pantins, voilà, c'est l'Algérie des pantins, des brigands, des truands, qui font tous un régime de voyous. Voilà comment est composé le régime algérien. S'il y a quelqu'un qui peut me prouver le contraire, qui peut me prouver que ce sont des fils de famille, que ce sont des militaires courageux, que ce sont des militaires braves qui travaillent pour le pays, eh ben, je lui tirerai chapeau. Voilà, donc j'espère avoir répondu à notre ami Hamid et de là, je vais entrer dans le vif du sujet, dans les détails des sujets de ce début de soirée, juste après le jingle. Rebonjour, rebonsoir, Azul. L'affaire de l'enlèvement de Amir DZ, survenu il y a un an de cela, c'est le 29 avril, mais dont les auteurs ont été tout arrêtés tout récemment, donc elle continue de faire la une de l'actualité, et il y a des retombées encore, puisque hier, tard dans la soirée, bien, regardez à quelle heure est tombé le communiqué du ministère des Affaires étrangères sur le fil de l'APS à 21h38 pour nous dire que l'Algérie exprime sa vive protestation suite à la décision de la justice française de placer en détention provisoire son agent consulaire en exercice. Alors, c'est quoi cet agent consulaire qui était le ministère des Affaires étrangères nous en dit un peu plus. Le ministère des Affaires étrangères nous dit que le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a reçu samedi, c'est-à-dire hier, au siège du ministère, l'ambassadeur de France en Algérie, M. Stéphane Romaté. L'audience ne s'est pas faite à 20h ou à 19h ou à 18h, mais bien dans l'après-midi. Donc, l'audience a eu pour objectif, comme le souligne le communiqué, d'exprimer la vive protestation de l'Algérie suite à la décision des autorités judiciaires françaises de mettre en examen et de placer en détention provisoire un de ses agents consulaires en exercice sur le sol français dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire sur, écoutons bien, un supposé enlèvement de qui? Du voyou, pas d'un voyou, du voyou, qu'ils le connaissent, du voyou Émir Boukhors, dit Émir DZ en 2024. Parfait. Alors, arrêtons-nous là. D'abord, pour eux, il y a un supposé enlèvement. Donc, il n'y a pas enlèvement. Donc, ils doutent. Enlèvement de qui? Ils ne disent pas d'un voyou, c'est-à-dire un inconnu, du voyou, parce qu'ils le connaissent. Voyou Émir Boukhors. Alors, depuis quand a-t-on vu un ministère, quelle que soit la nature du portefeuille, qu'il soit ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la Défense, tout ce que vous voulez, qui publie un communiqué à l'adresse d'un État partenaire, un communiqué consacré à un voyou. Là, c'est vraiment, on n'y comprend plus rien. On n'y comprend plus rien. On ne diffuse pas un communiqué concernant un voyou. S'il s'agit d'un ressortissant algérien, un citoyen lambda, et encore, mais ça ne peut pas se mettre pas d'un voyou. Et là, permettez-moi de relever que si le régime algérien n'était pas un régime de voyous, il n'aurait jamais qualifié un citoyen de voyou, alors qu'il n'apporte aucune preuve que ce jeune homme est un voyou. Mais quand on est voyou, on voit tout le monde voyou, parce qu'on juge les autres à travers ce qu'on est. Et oui,
On juge les autres à travers ce qu'on est. Parce que nous avons affaire à un régime voyou, et c'est pas moi qui le dis. Ce sont des députés parlementaires européens qui l'ont dit sous la coupole du Parlement européen, des députés parlementaires français, des journalistes, des analystes politiques, des hommes politiques qui ont qualifié le régime algérien de régime de voyou, et c'est à juste titre qu'ils le qualifient ainsi. Et pour preuve, alors c'est que ce communiqué va aussi qualifier Emile Boukhors d'énergumène. Alors, un voyou, un énergumène, puis activiste subversif lié à des entités terroristes. De ma connaissance, puisque moi-même, je figure sur la liste. Ma connaissance, Emile Boukhors est classé dans le journal officiel algérien comme terroriste, et non pas comme élément subversif en lien avec une entité terroriste. C'est mon cas, je suis catalogué comme terroriste, comme beaucoup d'autres politiques et d'autres. Moi, je ne suis même pas opposant. Je ne suis pas opposant, je suis un journaliste, je fais mon boulot de journaliste. Ni plus, ni moins. Moi, je mène combat contre la désinformation du régime algérien. Je mène un combat contre les privations de la liberté d'expression, de la liberté de la presse. Voilà, je ne cherche pas à prendre le pouvoir ou à remplacer X ou Y. Je ne fais partie d'aucune organisation politique, d'aucun parti politique qui a un programme de substitution pour se substituer, pour prendre la place des dirigeants actuels. Je n'ai pas cette prétention. Et Emile Boukhars, le connaissant aussi, il n'est pas un opposant, il n'appartient à aucun parti politique, il n'a aucune prétention politique, c'est un citoyen algérien qui en a ras-le-bol comme des millions d'Algériens, mais à la différence de ces millions d'Algériens, il a le courage de dénoncer ce régime sur les réseaux sociaux. En tant qu'influenceur, en tant que blogueur. Il y a des influenceurs qui vivent en France et qui soutiennent le régime des voyous. Et lorsqu'on les met dans un avion pour les renvoyer chez ces voyous qu'ils aiment et qu'ils défendent, eh bien là, ils se mettent à pleurer et à crier « Je ne partirai pas, je ne partirai pas ». Eh bien, tu partiras. Voilà. Donc, ce communiqué qui s'en prend à une victime d'un enlèvement, qui a orchestré cet enlèvement. À lire le communiqué du ministère des Affaires étrangères, le régime en place n'a rien à voir. N'a rien à voir avec cette affaire. Très bien. OK. Mais il nous dit que cet agent consulaire a été arrêté sur la voie publique, ce qui est vrai. Il n'a pas été enlevé, il a été arrêté. Parce que les méthodes des services secrets algériens de la police algérienne, ce n'est pas l'arrestation, c'est l'enlèvement. Un. Deuxièmement, ce bonhomme, quand il a été arrêté et emmené au commissariat de police, on lui a fait connaître ses droits et on lui a demandé s'il a envie d'appeler son avocat. Il a refusé. Et il n'a pas dit qu'il était diplomate. Et même dans le communiqué, on ne nous parle pas de diplomate. On nous parle de conventions internationales, on nous parle d'immunité, on nous parle de ceci, mais on ne nous parle pas de diplomate. Donc, cet agent consulaire n'est pas diplomate. Par conséquent, il doit se soumettre aux lois du pays d'accueil, quelle que soit l'entité pour laquelle il travaille. Que ce soit ambassade, consulat ou ce que vous voulez, il est comme n'importe quel citoyen, n'importe quelle personne, il doit répondre devant la justice de ce qui lui est reproché.
ce bonhomme, s'il était diplomate, il n'aurait pas été incarcéré parce que la France, c'est un État de droit. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit pour ou contre, la France est un État de droit. Si ce bonhomme avait exhibé une carte de diplomate, avait dit qu'il était diplomate, qu'il travaillait au consulat, eh bien, dans ce cas, on ne l'aurait pas incarcéré, on ne l'aurait pas emmené en garde à vue. Tout ce qu'on aurait fait, on l'aurait libéré. Et une fois qu'on s'est assuré de son identité, on convoque le chargé d'affaires algérien en France, puisqu'il n'y a pas d'ambassadeur, et on lui demande de renvoyer ce diplomate sous 48 heures, étant donné que cette personne est persona non grata. Tout simplement. Mais à ma connaissance, l'agent consulaire n'a pas révélé son appartenance au service consulaire algérien. Et ce n'est qu'une fois son domicile perquisitionné qu'on a découvert un passeport de service. On a trouvé des documents révélant sa véritable identité et sa véritable fonction. On a su qu'il travaillait au consulat. Mais il n'est pas diplomate. Il est impliqué dans un crime terroriste, un enlèvement. Donc, il doit répondre devant la justice pour ce crime auquel il est participant et peut-être même il est maître d'œuvre. Nos sources dignes de foi, des sources très, très, très proches du dossier du côté algérien, sont des sources militaires qui nous certifient que cet agent consulaire est un sous-officier de l'armée algérienne qui a le grade d'adjudant et il relève de la sécurité de l'armée, la direction centrale de la sécurité de l'armée. Et au consulat de Créteil, il est chargé, entre guillemets, de contrôler les demandes de visa. Parce que c'est pas lui qui décide. C'est-à-dire ce bonhomme, quand il y a un ressortissant français qui demande un visa, qui dépose son visa, sa demande de visa au consulat d'Algérie à Créteil, ce bonhomme, il le transmet au service algérien de renseignement. Parce que ce sont les services algériens de renseignement qui décident de donner ou ne pas donner de visa. Généralement, on ne donne pas aux journalistes. C'est juste pour ça. Sinon, on donne pour là. Bon, il n'y a pas de touristes qui vont en Algérie. L'Algérie n'est plus un pays touristique. Pourtant, l'Algérie recèle d'énormes potentialités touristiques. Mais bon, l'Algérie étant transformée en un véritable enfer déjà pour ses propres enfants, comment voulez-vous que des touristes viennent s'aventurer dans une grande prison où on risque de se faire attraper et interdit de sortie, tout comme on risque de disparaître, tout simplement. Bon, donc ce bonhomme, sa mission, c'est de contrôler les visas. Mais en réalité, il a été envoyé en France pour une mission toute autre que celle de contrôler les visas. C'est participer au rapt de Amir Dessert, Amir Bourse. Et il était considéré comme l'adjoint du chef du bureau de sécurité du consulat, qui lui est militaire aussi. C'est un sous-officier. Lequel chef de bureau de sécurité s'est sauvé avec l'éclatement de l'affaire de Bercy. Vous d'affaire en affaire. Hein. Vraiment, hein, le régime algérien s'embourbe dans les affaires scabreuses, évidemment. Donc, le chef du bureau de sécurité, qui est illégal, parce que de bureaux de sécurité, il ne peut y avoir qu'un seul,
au niveau de l'ambassade et qui est déclaré aux autorités du pays d'accueil. Et cela entre dans le cadre de la coopération sécuritaire entre les deux pays. En Algérie, nous avons des représentants, des délégués, des correspondants de la CIA, du MI5, du SISMI italien, des services espagnols, français, cubains, russes, c'est-à-dire de tous les pays avec lesquels il y a une coopération sécuritaire. Le chef du bureau de sécurité, qui est le correspondant du service du pays qu'il représente, est là pour demander, en cas de besoin, des renseignements qui intéressent les deux pays ou bien qui intéressent l'un des deux pays. Et il y a un officier chargé donc, de recevoir les demandes du correspondant et de lui donner réponse une fois qu'il a transmis la demande à sa hiérarchie. Ça se passe de cette manière. Mais au niveau des consulats, niet. Ce bonhomme, qui est chef de bureau de sécurité au consulat, et dans tous les consulats d'Algérie, ils existent. Ce sont des officiers des services de renseignement algériens clandestins. En tous les cas, leur mission, c'est de ne pas, c'est pas espionner la France. Ils sont incapables. L'espionnage, c'est notre monde. L'espionnage, c'est le monde de l'intelligence. On appelle ça l'intelligence, le service d'intelligence. Malheureusement, les éléments des services de renseignement algériens sont, et c'est prouvé, des tarés, des demeurés, qui ont un déficit d'intelligence très important. Et par conséquent, ils ne peuvent pas mener des actions d'intelligence. Et c'est pour ça que leur mission se limite à faire la chasse, pas aux opposants, à toute voix discordante, à toute personne qui risque de dénoncer la mafia, non, mafia c'est trop dire, le gang de voyous qui régit l'Algérie. Ça, je parle en toute objectivité. Je parle en toute objectivité, peut-être parce que les mots que j'utilise paraissent un petit peu excessifs, mais non. Quand on dit voyous, ce sont des voyous, c'est prouvé. La preuve, leur communiqué. Donc, cet agent consulaire qui se trouve actuellement incarcéré et qui a fait l'objet d'un communiqué diffusé tardivement, lui, n'est pas un agent consulaire ordinaire, mais c'est un sous-officier de la sécurité de l'armée qui a participé sans faute aucune au rapt du 29 avril, donc à l'enlèvement de Amir Boukhs. D'ailleurs, pourquoi ce communiqué a été diffusé tard dans la nuit? En arabe, il a été diffusé à 23h, 38 minutes, en français à 21h38. Pourquoi? Parce que, d'abord, le ministre des Affaires étrangères n'osait pas publier sans avoir l'aval de la direction de la sécurité de l'armée. Et la sécurité de l'armée, son général, Djelibi Mahrez, évidemment, parce que c'est un pantin lui aussi, il ne peut pas prendre de décision sans se référer au chef d'état-major, le fameux général Chengueriha. Et c'est pour ça que ça a pris tout ce temps-là et donc ça a été diffusé à une heure tardive de la nuit. Un communiqué auquel les autorités françaises n'ont pas tardé à répondre. Ils ont répondu dans la journée même, bien qu'on soit un dimanche. Bien qu'on soit un dimanche, eh bien, les autorités françaises ont répondu à temps. Et on va voir cette réponse juste après le jingle.
Dimanche, Paris a répondu au communiqué diffusé tardivement hier soir, samedi, et dans lequel Alger réclame la libération immédiate et inconditionnelle de l'adjudant qui travaille au consulat. Ils ne disent pas que c'est un adjudant, ils disent que c'est un agent consulaire. Il n'est pas diplomate. Donc on ne doit pas remuer ciel et terre pour cet agent. Et puis, surtout pas de menaces. Ils sont menacés. Mais bon, on connaît les menaces du régime algérien. On les connaît, on les connaît. Quelle est la réponse de la justice en France agit en toute indépendance? Voilà ce qui a été répondu à Alger à travers une source diplomatique qui a fait sa déclaration à l'AFP et qui a été reprise par de nombreux médias français. Et cette source ajoute: nous ne commentons pas une enquête en cours. L'autorité judiciaire qui agit en toute indépendance est seule compétente pour se prononcer. Et là, on rappelle aux gangs de voyous d'Alger que la France est un État qui se respecte. La France est un État qui se respecte. La France est un État où il y a séparation de pouvoir, que la justice française n'agit pas sur appel téléphonique. Et quelle que soit la relation entre Tebboune et Macron, M. Macron est élu démocratiquement et il est comptable de ses actes devant ses électeurs, devant l'opposition, devant les institutions de l'État français. Contrairement à M. Tebboune, qui lui n'a pas été élu démocratiquement, il a été imposé par les militaires par une fraude honteuse et qui n'est qu'un petit pantin entre les mains de généraux qui font de lui ce qu'ils veulent. Voilà. Et la justice en Algérie agit sur un simple appel téléphonique. Tout simplement. En Algérie, le fils de Tebboune, qui était détenu depuis le mois de juin 2018 pour corruption et pour malversation, et parce qu'il a été pris en flagrant délit, filmé par une caméra par son corrupteur, une fois son papa élu, en décembre 2019, en janvier 2020, le jeune homme est relaxé. On nous dit que ce qu'on a vu sur le film, de la vidéo, et ce que lui tendait son corrupteur, c'était 2 flacons de parfum et non pas 2 liasses de billets de banque. Voilà comment fonctionne la justice. Le bonhomme se relaxait et il n'a pas demandé son dû, c'est-à-dire il aurait dû demander des dommages et intérêts. Non, il n'en a pas besoin. Voilà. En Algérie, encore un exemple sur la justice, le général Mhenna Djebbar, arrêté en 2019, au mois de juillet 2019, un communiqué de la télévision publique algérienne annonce son arrestation et son incarcération pour, je cite, blanchiment d'argent et enrichissement illicite, puisque ce général était un proxénète dans la région de Blida du temps de la guerre civile. Il avait pris une partie d'un hôtel d'un propriétaire, c'était l'hôtel de Palace, à Blida. Il a ramené des filles de joie. C'était pour les officiers, arguant que ces officiers ne rentraient pas chez eux, ils avaient besoin de se défouler. Mais ce que payaient les officiers,
aller dans les poches du général Djebar Mena. Voilà comment fonctionnait le système de M. Djebar Mena. Arrêté. Il a été condamné à 8 ans de prison. 8 ans de prison. À peine une année, 11 mois, je crois. Je n'ai pas les dates bien en tête. Il est libéré. Et puis, il réintègre les services secrets et au bout du chemin, il se retrouve membre du Haut Conseil de sécurité en tant que directeur de la division de la lutte contre la subversion, etc. Et puis il devient directeur de la sécurité extérieure. Sur un simple appel téléphonique. C'est la même chose pour les enfants du général Nzar. Le fils du général Nzar était condamné à 6 ans de prison ferme, lui et son épouse. Pour blanchiment d'argent, pour falsification de documents, pour fraude fiscale, etc. Ils ne font pas appel, n'ont pas besoin de faire appel, n'ont pas besoin de faire opposition. Ça y est, comme si de rien n'était. Ça, la justice algérienne. Eh bien alors, aujourd'hui, la justice française le rappelle qu'elle est indépendante en France. Elle est indépendante. Et les 3 hommes, dont l'agent consulaire qui est un adjudant des services de la sécurité de l'armée, sont mis en examen par la justice française, comme le souligne d'ailleurs le communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Ils sont donc mis en examen pour, je cite, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, suivie de libération avant le 7e jour, en relation avec une entreprise terroriste. L'entreprise terroriste a pour nom Algérie. Pas État algérien, parce qu'il n'y a plus d'État en Algérie. Il n'y a plus d'État en Algérie. C'est l'Algérie qui est. Parce que l'Algérie n'est pas son premier coup. Elle n'est pas son premier coup. Son premier coup, c'était en novembre 2021 pour empoisonner votre serviteur à Liège. On devait l'attirer dans un guet-apens. Ça n'a pas marché, donc on va l'attirer dans un guet-apens à Madrid pour l'enlever et l'exfiltrer vers l'Algérie avec la bénédiction du pantin Tebboune, qui devait envoyer un avion présidentiel et mettre à la disposition des criminels une voiture de l'ambassade. Ça n'a pas marché. Donc, la deuxième cible, je l'avais dit à Amir DZ à l'époque, qu'il était sur la liste. Et la liste comportait 5 noms. Le mien, ça a raté, celui d'Amir DZ, celui de Farhat Mehni, celui de Anwar Malik et de Abdou Sammar, à qui j'avais annoncé la nouvelle, mais Abdou Sammar étant de connivence avec eux, il était tranquille, il n'a pas osé les dénoncer, il n'a pas osé en parler. D'ailleurs, même mon enlèvement Barcelone, sous la dictée de ses maîtres manipulateurs, Abdou Sammar a voulu donner une autre version, et évidemment, c'était des histoires farfelues sur lesquelles il est de revenir. En tous les cas, il sera invité par la justice espagnole à se prononcer sur la désinformation qu'il avait débitée pendant toute cette période. Puisque, aussi en Espagne, le gouvernement algérien est interpellé, bien que cette fois-ci, parce que avec leurs agents, ça a raté, avec moi la première fois en novembre 2021, et avec Emile DZ en avril 2024. Donc, en décembre 2024, ils changent de tactique et ils font appel à une organisation criminelle internationale basée en Espagne et qui a pour chef un certain Etata. Etata,
Et lorsque il y a eu, donc, lorsque la Guardia civile était venue me délivrer, ils ont mis la main sur les 2 membres qui m'encadraient, qui devaient donc m'envoyer parce que les autres sont enfuis. Restaient les 2 qui me tenaient en main. Eh ben, ils ont été arrêtés. C'est comme ça que l'enquête menée par les services espagnols a abouti au démembrement, au démantèlement de l'organisation criminelle dirigée par El Tata et qui comprenait 23 membres et une deuxième organisation criminelle qui travaille avec El Tata. Donc, ces gens aussi, ils ont donné les noms des personnes avec lesquelles ils ont passé le marché. Hein, donc, et à Alger, on se tient le front. Voilà. Le régime algérien, c'est pas uniquement un régime de voyous, mais c'est aussi un régime terroriste. Et les Algériens qui scandaient dans les rues de toutes les villes d'Algérie renseignements terroristes, ça n'est pas de service de renseignement, terroristes et abat la mafia militaire. Voilà. Et c'est tout dit, donc le peuple ne se trompe. Voyons maintenant notre troisième sujet, c'est celui de la nouvelle crise qui risque de s'ouvrir avec la Mauritanie. Ça sera après le jingle. Avec le Maroc, ça va pas du tout. Avec le Mali, ça va pas. Avec le Niger, non plus. Avec la Libye, non plus. Reste un petit peu la Tunisie, ça va. Et la Mauritanie, ça pour ce qui est des frontières algériennes avec les voisins. Avec la Mauritanie, eh bien, ça va barder dans peu de temps. Pourquoi? Parce que le jour même où le nouvel ambassadeur d'Algérie présentait ses lettres d'accréditation au président mauritanien, plus de 60 ressortissants mauritaniens étaient détenus par les autorités algériennes depuis plus d'1 mois et demi, sans que leur famille n'ait été informée de leur situation. Qui sont-ils, ces détenus mauritaniens? Ce sont des orpailleurs qui ont été arrêtés dans une zone frontalière entre l'Algérie et la Mauritanie. Les orpailleurs, ce sont des chercheurs d'or. Ce sont des chercheurs d'or. Ils ont été arrêtés à la frontière, peut-être sur le territoire algérien, peut-être. Et ça, c'était avant le mois du Ramadan. Une semaine à peu près avant le mois de Ramadan. Ils ont été arrêtés par la gendarmerie algérienne, conduits vers une destination secrète. Ils sont toujours détenus au secret. On ne sait pas si c'est à Tindouf ou à Béchar. En tous les cas, c'est dans le sud-ouest algérien. Cette arrestation survenue dès les premiers jours du mois de mars n'a fait l'objet d'aucune communication officielle de la part des autorités algériennes, ce qui équivaut à un enlèvement de voyous, tout simplement. C'est une manière d'agir de voyous. Le contexte sécuritaire dans lequel a eu lieu cet enlèvement, son état, c'est
déroulé, donc les forces sécuritaires, a fait que de part et d'autre, hein, que ce soit du côté malien, du côté mauritanien, côté algérien, on n'a pas accordé beaucoup d'importance à cet événement. Mais lorsque ça dépasse certaines périodes, là, ça devient grave. Parce que d'abord, les autorités mauritaniennes n'étaient pas sûres de la disparition de ces 60 ressortissants, sachant que leur paillage transfrontalier constitue une préoccupation croissante pour les autorités algériennes depuis 2023, et donc pour les Mauritaniens, les autorités mauritaniennes, ces ressortissants sont en Algérie, donc ils sont toujours à la recherche d'or, ils sont toujours. Mais une fois que leurs familles ont tiré la sonnette d'alarme, on commence à bouger. On commence à bouger en Mauritanie. Les autorités mauritaniennes commencent à s'inquiéter. Ah, ça fait un peu plus d'un mois et demi. Il n'y a aucune nouvelle. Et pour leurs familles, ce sont des disparus. Là, la Mauritanie qui a voulu faire œuvre de médiateur entre l'Algérie et la Mauritanie et le Mali se trouve prise au piège des agissements de voyous. Voilà. Ils voulaient rendre service